Hey, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un petit message avant le début du podcast pour préciser les sources utilisées dans la création de cet épisode. Il y a deux principales sources. La première, elle nous vient de Matthew Walker, qui est un chercheur en neurosciences spécialisé sur la question du sommeil. Il a écrit un livre génial qui s'appelle Pourquoi nous dormons, qui m'a énormément servi pour récolter des informations à propos du sommeil. Et la seconde source, elle nous vient d'Andrew Huberman, qui est un chercheur en neurosciences spécialisé en ophtalmologie, qui a réalisé une synthèse complète de la littérature scientifique sur la question du sommeil. Donc voilà, il fallait rendre à César ce qui appartenait à César, et pour le reste, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai tout ça en description, notamment le livre de Matthew Walker, ainsi que le podcast d'Andrew Huberman, qui vous permettront tous deux d'en apprendre beaucoup plus sur la question du sommeil. Je vous laisse maintenant pour l'épisode 1, qui traitera de la théorie. On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 2, qui lui traitera de la pratique pour améliorer son sommeil. Je vous souhaite une bonne écoute, et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, et vous écoutez Sapiens sous sa casse, le podcast qui parle de santé et de société. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de suspense, vous l'aurez vu dans le titre, pour le premier épisode de ce podcast, on va parler de la question du sommeil. Mon idée première était d'aborder les différentes techniques pour améliorer son sommeil, mais je me suis dit que ce serait un peu bête d'en parler sans d'abord introduire le sujet, en expliquant pourquoi le sommeil est important. C'est pour moi le sujet le plus universel de tous, puisqu'on en a tous besoin, on a tous expérimenté les méfaits d'une mauvaise nuit de sommeil, et à l'inverse les bienfaits d'une bonne nuit de sommeil. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes les choses qui sont positives avec le sommeil et de tous les problèmes qui peuvent être entraînés par un manque de sommeil chronique. Alors moi je comparais ça un petit peu à la cigarette. Si vous demandez dans la rue à des gens si la cigarette est mauvaise pour la santé, il y a une grande chance pour que 99,9% des gens vous répondent que oui, effectivement c'est mauvais. En revanche, si vous leur demandez dans quelle mesure c'est mauvais, les processus physiologiques qui sont mis en place, là à mon avis ce sera plus compliqué, la plupart des gens ne sauront pas exactement vous expliquer pourquoi c'est mauvais. Ils diront peut-être « Ah, c'est un peu mauvais pour les poumons, c'est mauvais pour les artères, c'est mauvais pour les dents ». Ils auront raison, mais ils ne sauront pas exactement expliquer pourquoi. Et à mon avis, le sommeil, c'est assez similaire. Tout le monde va dire que c'est important, sans vraiment expliquer pourquoi c'est important. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en différents chapitres, plus ou moins, les bienfaits du sommeil et à l'inverse, les méfaits qui peuvent être provoqués par le manque de sommeil, en différentes familles. Alors dans un premier temps, on parlera de la relation entre sommeil et régulation du poids, puis on parlera d'apprentissage, de performance physique, et enfin de prévention des maladies, ainsi que de santé hormonale. Mon postulat, c'est qu'à la fin de ce podcast, vous accorderez encore plus d'importance au sommeil que ce que vous faites déjà, ou alors si vous n'y prêtez aucune attention, vous allez avoir une prise de conscience. En tout cas, moi c'est ce que j'espère, puisque le sommeil est aujourd'hui une question de santé publique majeure, puisque le sommeil est passé, en l'espace de quelques décennies, de quasiment 9h à 6h, 6h30. Donc les chiffres sont différents selon les pays. Aux États-Unis, on retrouvait une moyenne de sommeil de 9h en 1940, et en 2000, elle était de 6h30. Alors en France, on n'a pas exactement les mêmes données. En 1960-1970, on dormait environ 8h30, et aujourd'hui, on dort plutôt 6h40. Donc ça, c'est des données qui datent de 2019, on peut supposer qu'elles n'ont pas beaucoup évolué entre-temps, mais vous voyez, ça fait quand même une baisse de 2 heures de sommeil, et on va voir que les conséquences sur la santé sont absolument colossales. Sur ce, je vous fais pas plus attendre, on attaque tout de suite avec la première partie qui va traiter des problèmes de poids liés au sommeil. Je sais bien que ça peut sembler très étrange d'associer le sommeil et le poids, et pourtant vous allez voir que l'association entre les deux est très forte, tout simplement parce que le sommeil gère absolument tous les processus qui se déroulent dans l'organisme, et donc si on manque de sommeil, il va y avoir des dérèglements et des problèmes, et c'est le cas avec la prise de poids et l'obésité de façon générale. Alors la première relation entre sommeil et poids, ça va se jouer au niveau hormonal. Dans le corps, on a deux hormones qui s'appellent la leptine et la gréline, qui vont réguler d'un côté la satiété et de l'autre l'appétit. Et comme vous l'aurez sûrement déjà deviné, ces hormones, elles vont être complètement dérégulées par le sommeil. La gréline qui régule l'appétit va avoir tendance à augmenter lorsqu'on manque de sommeil, et la leptine qui envoie un signal de satiété, à l'inverse, va diminuer. Donc en temps normal, qu'est-ce qui se passe ? Au moment de manger, on va avoir une hausse de la gréline qui va envoyer le signal à notre cerveau, il est temps de manger, et une fois qu'on aura mangé suffisamment, on va avoir une hausse des niveaux de leptine qui vont nous dire « Ok, c'est bon, tu peux t'arrêter de manger, j'ai eu ma dose ». Sans ces signaux tout simples envoyés par les hormones, on a un appétit qui est complètement dérégulé et une gestion du poids qui devient évidemment beaucoup plus compliquée. Alors il y a des études qui montrent cet effet. Une chercheuse notamment qui s'appelle Eve Van Cotter l'a beaucoup étudié. Elle a monté une étude avec deux groupes d'individus. Un groupe qui dormait 8 heures par nuit pendant 4 jours et l'autre groupe qui dormait 4 à 5 heures. On suivait ensuite leurs habitudes alimentaires et la quantité de calories ingérées. Alors ce qui se passe déjà dans un premier temps, c'est qu'on constate une baisse de la leptine et une hausse de la gréline chez les individus qui ne dormaient que 4 à 5 heures, et cette dérégulation hormonale, elle se répercute dans la réalité par une surconsommation quotidienne de 200 à 300 calories.
en sachant que toutes les autres variables sont contrôlées. Les individus ont les mêmes habitudes, ont été surveillés durant l'étude. La seule chose qui change entre ces deux groupes, ça va être le temps de sommeil. Donc 200 à 300 calories, ça peut sembler négligeable. Sur 4 jours, effectivement, ça n'a pas trop d'importance. A l'inverse, si on applique ça à une année entière et à une vie entière, ne serait-ce que sur une année, c'est plusieurs dizaines de milliers de calories en plus, et ça va se traduire par plusieurs kilos de graisse supplémentaires. Donc là, ça n'aurait pas de sens de donner un nombre exact, de dire 70 000 calories égale 9 kilos sur une année. Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. Le corps s'adapte, au plus vous consommez de calories, généralement, au plus il va en brûler. Mais toutefois, si vous mangez 300 calories de plus par jour, le corps va peut-être en brûler 100 de plus, mais on aura quand même un surplus calorique qui va conduire, sur le long terme, à une prise de poids. Et si vous faites ça sur du très long terme, là on parle de 5-10 ans, vous allez vous retrouver avec 20 kilos en trop, juste du fait de vos habitudes de sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous mangez beaucoup au quotidien, si le sommeil n'est pas suffisant, le lendemain, vous allez encore avoir cette dérégulation de l'appétit et avoir tendance à manger trop et à être rassasié de façon très tardive, alors même que vous avez déjà comblé vos besoins. Et ça, la chercheuse, elle le dit très clairement, en expliquant que le corps crie famine même dans la profusion lorsqu'il est privé de sommeil. Et en fait, de dire même dans la profusion, c'est important, parce que ouais, même si vous mangez trop, si le sommeil n'est pas suffisant, vous allez continuer de trop manger. Et cette idée, ce concept de famine, même dans la profusion, la chercheuse, donc cette même Eva Van Cotter, a voulu le démontrer au cours d'une étude. Elle a appliqué le même procédé, c'est-à-dire séparer deux groupes en fonction de leur temps de sommeil, l'un qui dort 8 heures, l'autre qui dort entre 4 et 5 heures, et elle leur a offert à la fin des 4 jours un buffet à volonté. Là encore, on analysait les calories consommées, et on analysait également les aliments qui étaient mangés par les participants. Alors c'était un buffet qui mettait à disposition tous les types d'aliments, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, et un peu de tout, un buffet à volonté classique. Et à côté de ça, on leur mettait un petit panier avec, on va dire, de la junk food, donc des chips, des bretzels, des barres chocolatées. Et on regardait ce que les participants consommaient. Alors ils consommaient, issu du buffet, une quantité de calories assez similaire, donc environ 2000 calories, mais par contre, le groupe qui dormait moins avait tendance à plus se diriger vers le panier avec les barres chocolatées, les chips, etc. Et de ça en découlait une surconsommation calorique par rapport au groupe qui avait dormi 8 heures. Donc les deux allaient vers ce panier, les deux groupes allaient vers ce panier, mais ceux ayant moins dormi avaient tendance à plus s'y retourner. Et au global, à la fin du buffet à volonté, ce qu'on remarquait, c'est que les participants ayant peu dormi avaient consommé plus de 300 calories supplémentaires via ce panier. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on remarque que c'est pas seulement manger plus, c'est aussi manger plus de cochonneries. Les individus qui dorment moins sont plus attirés vers les aliments gras, sucrés, salés. Alors là, les chiffres qui sont donnés pour cette étude, c'est que la consommation de produits salés augmente de 40% et la consommation de produits gras augmente de 10 à 15%. Et à l'inverse, les produits bruts, viande, poisson, fruits et légumes, tous les produits non transformés en somme, ne sont pas du tout influencés, c'est-à-dire qu'on n'en consomme pas plus. À la limite, si on avait plus faim mais qu'on se mettait à manger de la salade ou du saumon en plus, ça irait, parce que la surconsommation calorique elle serait pas forcément importante, et en plus on aurait les vitamines, les minéraux, mais là c'est pas le cas du tout. On va se diriger vers vraiment la junk food. Et j'imagine qu'en disant ça, je parle à beaucoup de monde, parce qu'on a tous connu ce kebab d'après-soirée, cette pizza d'après-soirée, ce burger. On sort de boîte, et on a envie de manger quelque chose de très gras et de très sucré. Et en fait, là aussi, cette action, ça s'explique par plusieurs procédés qui ont lieu dans l'organisme. Alors déjà, comme je vous le disais, le manque de sommeil, qui va déréguler la leptine et la gréline, mais pas que. On va également retrouver en fait deux processus. Le premier, ça va être l'inhibition du cortex préfrontal, qui est une zone du cerveau qui se trouve à l'avant du crâne, et cette zone, elle est capitale parce que c'est un peu le centre de contrôle, c'est un peu le centre de la raison, qui va permettre d'inhiber les pulsions. Et vous l'aurez compris, si cette partie du cerveau est inactive lorsqu'on est fatigué, on va avoir tendance à céder plus facilement à nos pulsions. Et ce qui est terrible, c'est que ça se cumule avec l'effet de l'alcool, parce que généralement, quand on sort, on dort peu, et en plus on boit, et l'alcool, il se trouve qu'il a le même effet que le manque de sommeil, c'est-à-dire qu'il inhibe le cortex préfrontal. C'est ce qui explique pourquoi on a tendance à être désinhibé et à adopter des comportements qu'on n'aurait pas en temps normal. C'est parce qu'on a cette combinaison de l'alcool et en plus du manque de sommeil. Alors si vous ajoutez à ça des niveaux de leptine et de gréline qui sont dérégulés, là c'est sûr qu'on a le cocktail parfait pour se mettre à manger tout et n'importe quoi, et en l'occurrence c'est exactement ce qui se passe. Alors on pourrait se dire que c'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'en plus de ça, on a également la hausse des niveaux d'endocannabinoïdes. Ça, c'est le deuxième point en plus de l'inhibition du cortex préfrontal. C'est un petit peu le concours des mots difficiles, là. Il se trouve que ces endocannabinoïdes vont eux aussi avoir tendance à déréguler l'appétit et à provoquer ce qu'on appelle un petit peu vulgairement la fonce dalle. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez entendu à son nom, les endocannabinoïdes, ce sont des composés qui ressemblent à ceux qu'on retrouve dans le cannabis. Sauf que endo, ça veut dire intérieur, ils sont produits par le corps. Mais ces niveaux, ils vont augmenter lorsqu'on manque de sommeil. Donc on va avoir tendance à ressentir le même phénomène que lorsqu'on fume du cannabis. Donc ça c'est assez fou, mais là encore, c'est un processus qui vient s'additionner et nous faire manger
des choses qu'on n'a pas forcément envie de manger ou qu'on mangerait pas en temps normal. Et ce que je viens de dire, c'est important de noter que ça ne se retrouve pas qu'après une soirée. C'est un processus qui a lieu même quand vous restez chez vous et que vous ne dormez pas assez. Il n'y a pas besoin de boire de l'alcool pour retrouver ces phénomènes. On va avoir exactement le même processus physiologique si on ne dort pas assez, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Bref, je crois que vous l'aurez compris, le fait de ne pas dormir assez a un impact très très significatif sur notre capacité à bien gérer notre poids et à ne pas grossir. Et c'est vrai que j'ai traité cette partie un petit peu en voyant le verre à moitié vide, mais en réalité, il faut voir les choses un petit peu de l'autre côté. Si on dort bien, ça veut dire qu'on va avoir plus de facilité à maigrir et à perdre du poids. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle finalement. D'autant que ça ne s'arrête pas là. Si on dort bien, on n'améliore pas seulement la capacité à gérer notre poids, mais on améliore plein d'autres choses. C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie qui concerne l'apprentissage. Alors là, c'est quelque chose qui ne vous surprendra peut-être pas autant que la gestion du poids. L'apprentissage, on sait que c'est important de bien dormir, et en fait ça va se jouer sur la mémoire. Alors dans le cerveau, on a plus ou moins deux centres de la mémoire. La mémoire à court terme, qui se trouve dans l'hippocampe, et la mémoire à long terme, qui se trouve dans le néocortex. Au cours de la journée, on va accumuler les souvenirs dans l'hippocampe, qui est la mémoire à court terme, mais pour que ces souvenirs soient réellement accessibles le lendemain, le surlendemain et quelques semaines après, il va falloir qu'ils soient ancrés dans la mémoire à long terme. Et la seule solution pour ça, c'est de dormir. Il y a plusieurs études qui ont montré le mécanisme, qui ont montré comment fonctionnait ce mécanisme, notamment l'une d'elles qui regroupait deux groupes d'étudiants. Les deux groupes se voyaient montrer des photos et des noms, donc sans photos et sans nom, et on leur demandait d'en retenir le plus possible. La différence, c'est que le groupe 1 faisait une sieste l'après-midi avant de devoir faire le test, alors que le groupe 2 n'avait pas le droit de faire de sieste. Les résultats sont assez fous, puisque le groupe ayant fait une sieste a retenu entre 20 et 40% de visages et de noms en plus par rapport à celui n'en ayant pas fait. Donc là, c'est une arme absolument folle. Si vous avez des examens, si vous avez une présentation, si vous devez retenir quelque chose de façon générale, le fait de faire une sieste ou même d'avoir une bonne nuit de sommeil après l'apprentissage va vraiment aider à consolider ses souvenirs. Parce qu'en fait, le groupe n'ayant pas fait de sieste avait ses souvenirs présents dans sa mémoire, mais n'arrivait pas à y accéder. Et la différence, en fait, c'est la disponibilité par rapport à l'accessibilité. Ces souvenirs sont disponibles, mais ils ne sont pas accessibles. On a tous connu cette sensation d'avoir quelque chose sur le bout de la langue, mais ne pas pouvoir s'en souvenir, et le lendemain, après une nuit de sommeil, que ça nous revienne. Ou en faisant une action particulière, que ça fasse un petit tilt dans notre cerveau, qu'on se dise « Ah mais oui, c'était ça !» Parce qu'en fait, le souvenir, il était encore dans notre mémoire, mais on n'arrivait pas à y accéder. Et le fait de dormir et de transférer ce souvenir dans la mémoire à long terme, ça va permettre d'y accéder plus facilement. Pour faire une analogie informatique avec le fonctionnement du cerveau, il faut s'imaginer la mémoire à long terme comme étant le disque dur et la mémoire à court terme comme étant la RAM. Donc la RAM va pouvoir stocker très facilement et très rapidement les souvenirs, par contre elle a une capacité limitée, donc elle va vite se saturer. Et ça peut se passer au cours d'une journée. Si vous apprenez trop de choses, l'hippocampe va être saturé et votre capacité d'apprentissage va être diminuée. Et le fait de faire une sieste, ça va permettre de décharger l'hippocampe vers la mémoire à long terme, donc le néocortex, même si c'est présenté de façon un peu simpliste, et de renouveler votre capacité d'apprentissage. Donc ce que vous devriez noter après une sieste, c'est que votre capacité d'apprentissage est de nouveau optimale et que vous pouvez repartir pour une session à présenter un exposé, à apprendre quelque chose, à lire, peu importe. En revanche, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que ce transfert de souvenirs entre l'hippocampe et le néocortex ne va survenir que durant certaines phases précises du sommeil. En l'occurrence, il s'agit du sommeil profond, qui a lieu en début de nuit, et du sommeil léger, qui a lieu en fin de nuit, ou on va dire au petit matin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si vous vous couchez trop tard, vous n'allez pas bénéficier de ce sommeil profond, et vous n'allez donc pas avoir la capacité à transférer vos souvenirs vers la mémoire à long terme. Et de la même façon, si vous vous levez très très tôt le matin ou vous vous réveillez très tôt, vous n'allez pas bénéficier de ce sommeil léger, et donc vous n'allez pas avoir la capacité à vider complètement votre hippocampe de ses souvenirs. Et ça, c'est quand même une information qui me semble importante, parce que généralement, en phase d'examen, on a tendance à se coucher très tard et à se lever très tôt. Autrement dit, à faire l'impasse sur ces deux phases de sommeil qui sont pourtant si importantes à la consolidation des souvenirs, et donc au bon apprentissage. Alors si vous avez un examen la veille pour le lendemain, et que vous devez réviser absolument, là, à la limite, mieux vaut faire une nuit blanche, effectivement, parce qu'au moins vous ne partirez pas de zéro, mais si vous en avez la possibilité et que vous pouvez vous y prendre un peu plus sur le long terme, ça peut être bien d'avoir un rythme de sommeil assez carré pour optimiser cet apprentissage. Une autre chose intéressante dans ce processus de consolidation des souvenirs, c'est le fait que certains souvenirs sont simplement éliminés. Ils ne vont pas forcément passer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Il y a une sélectivité des souvenirs qui va avoir lieu. Il y a une étude qui montre ça de façon assez incroyable. On présente à des étudiants une centaine de photos, et sur ces photos, on va retrouver soit la lettre R, pour remember, écrite en verte, donc se souvenir, soit la lettre F, écrite en rouge, pour forget, oublier. Et ce que l'on réalise, c'est qu'après une nuit de sommeil, les étudiants ont mieux mémorisé les photos sur lesquelles on retrouvait le mot « se souvenir » que celles sur lesquelles on retrouvait le mot « oublier ». C'est-à-dire qu'il y a une sélectivité des souvenirs. On a tous connu ce prof qui nous disait durant les cours « Là, je vous dis ça, mais ça, c'est pas important, ne le retenez pas pour l'examen ». Et bien en réalité, le cerveau, il va avoir la capacité
à distinguer les souvenirs utiles des souvenirs qu'il peut se permettre de supprimer. Et en réalité, ce processus de sélectivité des souvenirs, il est indispensable, parce qu'on ingurgite tellement d'informations au quotidien que si on devait tout mémoriser, ça demanderait une énergie folle au cerveau, et toute l'énergie cognitive serait allouée à la mémoire. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres tâches qui doivent être gérées par le cerveau, et parmi les tâches principales, il y a le mouvement. Et il se trouve que les habiletés motrices qui sont nécessaires pour le mouvement sont renforcées par le sommeil. Là aussi, il y a une étude qui le montre de façon remarquable, avec des sujets à qui on fait apprendre des séquences de piano. Donc ces séquences, elles sont générées aléatoirement, c'est des séquences de chiffres, 4, 1, 2, 3, 4, qui représentent des touches sur lesquelles il faut appuyer. On fait apprendre ce morceau à 2 groupes d'individus, l'un l'apprend le soir et a une nuit de sommeil avant de faire le test, et l'autre l'apprend le matin et enchaîne le soir. Donc il se passe la même durée entre l'apprentissage et le test, mais l'un des 2 groupes a pu avoir une nuit de sommeil avant de réaliser ce test. Et ce que l'on constate, c'est que le groupe qui a dormi réalise le morceau de façon bien plus fluide que celui qui n'a pas dormi. Tout simplement parce qu'ils ont eu cette nuit de sommeil qui leur a permis de renforcer les circuits neuronaux nécessaires à cette motricité fine, ce mouvement des doigts, pour réaliser le morceau. Encore plus remarquable, le groupe 1, qui n'a pas dormi, réalise le morceau lui aussi de façon fluide après une nuit de sommeil. C'est-à-dire qu'ils l'apprennent le matin, ils réalisent le test le soir, et ils échouent lamentablement, du moins ils font pas mal d'erreurs, et lorsqu'on leur laisse une nuit de sommeil par la suite, et qu'on les évalue le lendemain matin, on réalise que là aussi, ils sont capables de jouer le morceau de façon fluide, exactement comme le groupe 2. Alors la seule chose qui les distinguait, c'était le temps de sommeil, et une fois que ces 2 variables sont rendues identiques, et bien le résultat est identique. Cela permet de montrer qu'en réalité, le vrai facteur qui avait une influence sur cette performance, sur cette habileté motrice, c'était le temps de sommeil. Et là l'exemple est pris avec un instrument de musique, mais en réalité ces habiletés motrices, elles se transposent à plein d'autres activités, y compris les activités physiques, et là on va le voir dans la 3e partie, la notion de performance est fortement impactée par la qualité du sommeil. Et lorsqu'on évoque la performance physique, on peut penser notamment à la performance cardiovasculaire, qui est souvent mesurée à partir de la VO2 max, et ce que l'on constate, c'est que chez une personne qui dort moins de 6 heures par nuit, sa VO2 max va diminuer de 10 à 30%, au bout de la première nuit de 6 heures seulement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, je sais pas si vous l'avez remarqué dans les études, mais les gens ils font pas des nuits blanches, ils dorment 4, 5, 6 heures, ce qu'on pourrait considérer habituellement comme une nuit normale. Mais en fait, c'est pas normal du tout. Dans l'idéal, il nous faudrait entre 7 et 9 heures, plutôt 8-9, et là on a des nuits de 6 heures qui semblent correctes, mais qui en réalité vont provoquer des baisses notables de performance, notamment comme je l'ai dit de la VO2 max, mais on retrouve aussi une accumulation d'acide lactique dans le sang qui est plus rapide, et ce que ça signifie, ça veut dire que les muscles ont du mal à métaboliser l'acide lactique. Parce qu'en temps normal, l'acide lactique, il est utilisé sous forme de lactate, recyclé par le muscle pour produire de l'énergie. Et s'il est excrété dans la circulation sanguine, ça veut dire que le muscle n'a pas la capacité pour l'utiliser. Donc ça, c'est un mauvais signe. Et ça survient lorsqu'on est plus fatigué. On constate également une baisse de la concentration d'oxygène dans le sang, donc ce qu'on appelle le SpO2, une augmentation du CO2 dans le sang, et une incapacité à transpirer beaucoup. Or ça, c'est capital, ça peut sembler positif, mais c'est essentiel pour maintenir une bonne température corporelle, et si on n'arrive pas à réguler cette température et qu'on a tendance à trop surchauffer, entre guillemets, et bien ça cause une nette baisse des performances, aussi bien en termes d'endurance qu'en termes de force physique. Il y a aussi des données similaires en termes de risque de blessure. Ce que l'on constate, et il y a des données sur les jeunes athlètes particulièrement, c'est qu'une personne qui dort 9 heures par nuit va avoir des risques de blessure sur une année qui sont de 15%. Donc c'est-à-dire à peu près une chance sur 6, une chance sur 7 de se blesser au cours d'une année. Ça peut sembler beaucoup, mais en réalité c'est assez peu parce que ça prend en compte les petites blessures. Et à l'inverse, une personne qui dort moins de 6 heures par nuit peut avoir un risque de blessure qui va jusqu'à 70%. Donc vous voyez, on a un risque qui est multiplié par 4 ou 5 rien qu'avec le temps de sommeil. Donc là aussi ça va être capital. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a des données qui sont recueillies chez les athlètes de haut niveau, notamment en NBA par exemple, où ils ont des médecins spécialisés dans le suivi du sommeil et qui recueillent toutes les stats. C'est un sport, le basket, notamment aux États-Unis, où on a des stats très très détaillés, et si on associe ça aux données de sommeil, on peut avoir des résultats très concluants. Et ce que l'on constate, c'est qu'un joueur qui dort 8 heures va avoir des performances considérablement supérieures à des matchs où il n'a dormi que 6 heures la veille. Et c'est souvent le cas parce qu'ils voyagent beaucoup, donc ils vont d'un point du pays à l'autre, et quand ils jouent à domicile et qu'ils peuvent dormir 8 heures avant le match, on voit des performances qui sont vraiment très très bonnes. Et à l'inverse, lorsqu'ils font 1500 km pour aller jouer la veille d'un match, c'est des performances qui sont en chute libre. Je vais pas vous massacrer avec des pourcentages dans tous les sens, mais globalement, voilà, on a une baisse des points, des rebonds, des passes, plus de pertes de balles, moins d'interceptions, bref. Toutes les stats sont diminuées lorsqu'on dort moins bien. Là, je parle beaucoup de performance, mais au-delà de ça, on peut aussi évoquer l'apprentissage. Comme je le disais, l'exemple du piano n'est pas un exemple isolé, il s'applique également au sport. Une personne qui s'entraîne, elle développe des habiletés motrices qui sont nécessaires dans quasiment tous les sports. Que ce soit le basket, qui est quand même un sport de précision, le tennis, le foot, le rugby, la pétanque, les fléchettes, que sais-je.
Tous les sports nécessitent une certaine compétence au niveau moteur, de la dextérité qu'elle soit fine ou non, et ça, ces talents, ça se développe, certes avec l'entraînement, mais aussi avec le sommeil. Ils sont renforcés, ils sont consolidés grâce au sommeil, puisqu'en fait, les muscles ne sont qu'un prolongement du cerveau. Il y a un lien, donc c'est ce qu'on appelle la connexion neuromusculaire, et chaque cellule musculaire est reliée à un axone et à un neurone qui va permettre sa contraction ou non. Et en fonction de son niveau d'entraînement et de la qualité de son sommeil, on va avoir une meilleure coordination musculaire, c'est-à-dire une meilleure capacité à contrôler la contraction de ses muscles, pour être précis, ou à l'inverse, pour avoir beaucoup de force. On peut aussi citer des capacités de récupération qui vont être supérieures lorsqu'on dort bien. Comme tout ce que j'ai évoqué depuis le début, ça va être favorisé par la qualité du sommeil. On peut aussi citer, comme je l'ai dit, des performances accrues, un risque de blessure qui est diminué. Donc qu'on soit sportif de haut niveau ou non, on a vraiment intérêt à bien dormir, parce que ça reste agréable de progresser et nécessaire d'éviter les blessures. Donc le sommeil, là aussi, indispensable. Et parmi beaucoup d'autres choses, on a aussi la prévention des maladies. Là, c'est un énorme pavé, parce que le sommeil, il va avoir un rôle considérable, une influence considérable sur le développement ou non des maladies, particulièrement des maladies qui sont extrêmement courantes dans les sociétés occidentales. Donc là, je pense au cancer, à Alzheimer, au diabète et aux problèmes cardiovasculaires, qui sont, je crois, les 4 principales causes de mortalité en Occident, et qui sont toutes les 4 très fortement influencées par le manque de sommeil. Alors, on va d'abord aborder la question du diabète. La sensibilité à l'insuline, elle est cruciale dans cette maladie, puisqu'en fait, c'est une perte de sensibilité à l'insuline, qui est l'hormone permettant l'entrée du glucose dans la cellule, parmi d'autres choses, et en fait le manque de sommeil va générer une perte de sensibilité à cette insuline. Ce que l'on constate chez des personnes qui ont dormi 4 heures durant 6 jours, c'est que la sensibilité à l'insuline elle a diminué de 40%. Donc ce qui est énorme en fait. Le simple fait de mal dormir pendant 6 jours, ça fait d'elles des personnes prédiabétiques. Et là je me pose une question, je me dis mais si on fait une prise de sang et qu'on a mal dormi les jours précédents, on va avoir des résultats qui sont complètement biaisés. Donc face à ça il y a 2 solutions. C'est essayer de dormir le mieux possible la semaine avant une prise de sang et faire des prises de sang régulières pour avoir des résultats qui sont le plus représentatifs de son état de santé global. Alors si on est dans un état de fatigue chronique et qu'on ne dort pas assez de façon chronique, là ça va représenter en fait notre état à l'année, mais à l'inverse si on dort bien toute l'année et que là malheureusement avant la prise de sang pour je ne sais quelle raison on dort mal, on va avoir des résultats qui seront pas les bons. Et ça va jouer notamment au niveau de la glycémie mais aussi des triglycérides et de plein d'autres paramètres. Donc facteur à surveiller, et encore une fois, si vous voulez éviter les risques de diabète, le sommeil, c'est un prérequis nécessaire, avec l'activité physique également, pour diminuer vos chances de développer cette maladie. Donc, la seconde maladie, qui est elle aussi plutôt commune, et qui l'est de plus en plus malheureusement, c'est Alzheimer. Aujourd'hui, 10% des plus de 65 ans ont une forme plus ou moins grave d'Alzheimer, ce qui est absolument énorme, et on a appris beaucoup de choses dernièrement à propos du lien entre Alzheimer et sommeil. Alors la première chose, c'est que l'on constate que le sommeil se dégrade plusieurs années avant le début du développement de la maladie. Et ça s'explique en fait par une raison simple, c'est que les plaques bêta-amyloïdes, donc qui sont une protéine qui se développe avec la maladie d'Alzheimer et qui semble en être la cause, vont dégrader la qualité du sommeil. En fait, elles vont s'agréger au niveau du lobe frontal, qui est très fortement impliqué dans le sommeil profond. Donc c'est une forme de cercle vicieux en fait. En commençant à s'agréger au niveau du lobe frontal, les plaques bêta-amyloïdes vont dégrader le sommeil profond, qui est nécessaire à l'élimination de ces mêmes plaques bêta-amyloïdes. Et donc en ayant moins de sommeil profond, on a un développement plus grand de ces plaques bêta-amyloïdes qui vont encore réduire le sommeil profond, et donc on rentre dans ce cercle vicieux qui ne va faire que s'accroître jusqu'à un développement complet de cette maladie. Et en réalité, ce qui se passe lorsque vous êtes en sommeil profond, c'est qu'on a les cellules gliales, donc qu'on appelle le système lymphatique, donc c'est le système de nettoyage au niveau du cerveau, au niveau du corps on l'appelle le système lymphatique, qui va permettre l'élimination des métabolites, donc qui sont les déchets générés par le fonctionnement cellulaire, par le fonctionnement des neurones dans le cerveau. Et au cours de la nuit, ces cellules gliales, elles vont réduire de volume d'environ 60%, et le liquide qui baigne autour de ces cellules, enfin le liquide dans lequel baignent ces cellules, va permettre le nettoyage de tous ces métabolites. Il faut savoir que lors du sommeil, l'activité de ce système lymphatique elle est multipliée par 20. Donc en fait, c'est une phase critique pour le nettoyage du cerveau. Et si on a un sommeil qui est dégradé, le nettoyage va être réduit, notamment si vous n'avez pas assez de sommeil profond, et ça peut vous faire entrer dans cette boucle, dans ce cercle vicieux, qui va à terme générer le développement d'Alzheimer. Donc, première chose, essayez d'avoir le plus de sommeil profond possible, quel que soit notre âge, puisque la prévention, ça commence dès le début de notre vie, de façon à avoir un nettoyage qui est optimal, de façon à diminuer le plus possible les risques de développer la maladie par la suite. Il y a plein d'autres facteurs, notamment l'activité physique, qui est un facteur de prévention majeur, mais le sommeil semble en faire partie, et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui est une découverte très récente, c'est le fait que les zones de la mémoire, donc qu'elles soient à court terme ou à long terme, ne sont pas touchées par ces plaques bêta-amyloïdes.
Donc si elles ne sont pas touchées, la mémoire devrait fonctionner de façon optimale. Mais en fait, il semblerait que ce soit la dégradation de la qualité du sommeil qui joue en conséquence sur la mémoire. Donc en fait, la perte de mémoire serait une conséquence indirecte d'une qualité de sommeil dégradée. Donc ce que l'on constate, c'est que les plaques bêta-amyloïdes, en s'agrégeant au niveau du lobe frontal, vont dégrader la qualité du sommeil. Or, comme on l'a vu précédemment, le sommeil est nécessaire pour la consolidation des souvenirs. Donc ce qui se passe chez les personnes souffrant d'Alzheimer, c'est qu'elles ont une réduction drastique de leur sommeil profond et de leur sommeil léger, en conséquence, une mauvaise consolidation des souvenirs et des pertes de mémoire. Autrement dit, ce ne sont pas les zones de la mémoire qui dysfonctionnent, mais c'est le lobe frontal. Et ça, c'est une découverte qui est assez incroyable, puisqu'on va pouvoir, à partir des données de sommeil, prédire si oui ou non la personne est à risque pour développer la maladie. Et donc à l'échelle individuelle, les données de sommeil vont devenir un très bon indicateur pour savoir si vous êtes à risque ou non. Et aujourd'hui, avec les montres connectées, on est capable d'avoir ces données de sommeil et de consulter les différentes phases, les phases de sommeil profond, de sommeil paradoxal et de sommeil léger. Et si l'on constate que le sommeil profond est très faible, mais c'est pas bon signe. Alors, si vous vous couchez à 3h du matin, c'est logique. Par contre, si vous vous couchez à 22h et que vous n'avez pas de sommeil profond, c'est que là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ça permet de prédire plusieurs années en avance la possibilité de développer cette maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est super, super intéressant. Outre la question d'Alzheimer et du diabète, on a aussi la question des accidents cardiovasculaires qui vont fortement être influencés par le sommeil, encore une fois de plus, on va pas faire dans l'originalité. Là aussi, on constate que chez des personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit, le risque est augmenté de 4 à 500%. Combien ? Quand je parle de risque, c'est accident cardiovasculaire, donc crise cardiaque ou AVC. Et là aussi, comme je le citais tout à l'heure, on parle d'une nuit de 6 heures, on parle pas d'une nuit de 2 heures. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui dorment en moyenne 6 heures par nuit, si ce n'est moins, et on voit que l'augmentation du risque d'accident cardiovasculaire, elle est considérable. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes politiques qui se targuent de ne dormir que 5 heures. Je pense à Elon Musk par exemple, je pense à d'autres politiciens comme Margaret Thatcher à l'époque, Ronald Reagan, je crois que Macron l'avait dit également. Voilà, dormir 5 heures par nuit, c'est une catastrophe, à plein de niveaux, mais aussi au niveau cardiovasculaire, et on constate que le risque il est considérablement accru. Et au-delà de ça, on voit aussi, avec un manque de sommeil, une augmentation de la pression artérielle et de l'athérosclérose. Donc c'est un dépôt calcique qui va venir rigidifier les vaisseaux sanguins, les rendant moins élastiques, et ça peut augmenter le risque, là aussi, d'avoir des crises cardiaques et autres accidents. Allez, on passe maintenant à la question du cancer, donc on continue dans les réjouissances, vous voyez là c'est super positif là ce que je dis. Alors le cancer, lui aussi, il n'échappe pas à la règle, il va être promu par un manque de sommeil, ça va jouer à plusieurs niveaux, notamment au niveau immunitaire. On a des cellules dans le corps qui s'appellent NK, donc pour Natural Killer, et qui vont avoir pour fonction de tuer les cellules cancéreuses, qui se développent quasiment quotidiennement dans notre corps, sauf que ces cellules NK, elles vont être diminuées de plus de 70% avec une seule nuit de 4 heures. Donc là on commence à être dans des nuits assez petites, mais pour des gens de notre âge, après une soirée, c'est des nuits qu'on fait régulièrement, et donc là, on a une diminution de ces cellules NK de 70% avec une seule nuit de 4 heures. Or, ces cellules ont un rôle essentiel, comme je l'ai dit, pour tuer les cellules cancéreuses. Elles vont en fait venir creuser un petit trou à la surface de la cellule cancéreuse, y injecter une protéine, et ça va permettre de détruire cette cellule cancéreuse. Donc vous imaginez bien que si on a beaucoup moins de cellules NK dans l'organisme, eh bien ça favorise le développement des cancers et des tumeurs, et c'est quelque chose que les études montrent, que ce soit chez les humains ou chez les souris. Donc il y a une étude récente, une étude épidémiologique, donc c'est-à-dire des études par questionnaire, qui posent des questions sur le mode de vie et les habitudes de vie des répondants, qui a été faite en Europe avec plus de 25 000 participants, et ce qu'il en ressort, c'est que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit voient leur risque de cancer augmenter de 40%. Donc c'est notamment les cancers les plus courants, je pense à la prostate, au sein, à l'utérus, au côlon, qui sont fortement impactés par le manque de sommeil. Donc là vous voyez, c'est pas des chiffres négligeables, on parle de 40% d'augmentation pour des personnes qui dorment moins de 6 heures. Imaginez-vous pour des personnes qui dorment 5 heures, 4 heures, j'imagine que c'est encore pire même si on n'a pas les chiffres. Alors chez les souris c'est pareil, donc là comme il y a moins de restrictions éthiques, on peut faire des tests cliniques, où là on injecte carrément des cellules malignes aux souris, et ensuite on influence leur sommeil. Donc on retrouve de nouveau le même procédé, c'est-à-dire qu'on fait deux groupes, l'un qui a un sommeil parfait, et l'autre au sommeil dégradé. Donc les deux groupes de souris se sont vus injecter des cellules cancéreuses. Le premier groupe dort normalement, et le second groupe a un sommeil perturbé, notamment pendant le sommeil paradoxal, je crois, si je me trompe pas. Et ce que l'on constate, c'est que les souris au groupe perturbé voient une croissance de la tumeur qui est 200% plus élevée, donc qui est 2 fois plus rapide, également avec beaucoup plus de métastases. Alors même que lorsqu'on dissèque les souris qui ont elles bien dormi, on ne remarque pas cette présence de métastases. Donc c'est pas seulement un développement plus rapide du cancer, c'est également un accroissement des métastases qui pour le coup vont rendre les cancers très dangereux. Autant traiter un cancer localisé, c'est quelque chose qu'on sait relativement bien faire, autant quand il y a des métastases, ça devient très très compliqué. En fait, ce développement des métastases, il s'explique par une augmentation de l'inflammation, qui là aussi est due au manque de sommeil, une fois de plus, qui va permettre à la tumeur de se développer généralement plus facilement.
parce que l'inflammation, donc, la tumeur va être capable de capter certains facteurs inflammatoires qui, donc au niveau local, vont permettre un développement des vaisseaux sanguins, qui vont mieux oxygéner les cellules cancéreuses, apporter plus de nutriments, et paradoxalement faciliter son développement, alors que le but c'est quand même la survie, et là, le corps est un peu pris à son propre piège, et on a un risque qui est accru. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, on a cité le cancer, le diabète, Alzheimer et les maladies cardiovasculaires, mais on aurait pu citer bien d'autres maladies, parce qu'elles sont toutes négativement impactées par le manque de sommeil. Et globalement, ce qu'il faut retenir, et ce qui a été démontré par les études épidémiologiques qui ont été réalisées à l'échelle mondiale sur plusieurs millions de personnes, c'est que le manque de sommeil, il va réduire l'espérance de vie. Et en fait, au moins le temps de sommeil est long, au plus l'espérance de vie sera courte. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous voulez vivre longtemps, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, essayez d'optimiser votre sommeil. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous inquiétez pas, le sujet sera abordé dans le prochain épisode. En attendant, il nous reste 2 petites parties à traiter. L'avant-dernière, c'est la partie sur la santé hormonale. Alors là aussi, comme je l'ai dit au début du podcast, les hormones sont négativement impactées, sont dérégulées par le manque de sommeil, notamment les hormones sexuelles, là je pense à la testostérone, et un homme qui dort moins de 6 heures par nuit voit sa testostérone diminuer à des niveaux qui sont similaires à celui d'un homme 15 ans plus vieux. Donc c'est quand même considérable, et en parallèle on voit une diminution de la quantité de spermatozoïdes de 29%, et une réduction de la taille des testicules également. Donc c'est notable, parce que là encore une fois on parle pas de 10 nuits blanches d'affilée, on parle simplement de nuits de 6 heures au lieu de 8 heures, qui ont un impact considérable, et chez les femmes ça se retrouve également. Donc les femmes qui travaillent en horaire de nuit et en horaire décalé ont un risque de cycle menstruel perturbé qui est supérieur de 33%, donc ça peut sembler minime mais c'est quand même 33%, c'est pas négligeable. Donc là quand je dis cycle menstruel perturbé, je parle de douleurs anormales ou d'aménorrhée, et ça se constate également au niveau de la fertilité. Donc ces femmes qui travaillent en horaire décalé ont un risque d'infertilité qui est 80% supérieur aux femmes qui ont un rythme de travail normal. Il y a également un risque accru de fausses couches, particulièrement durant le premier trimestre de grossesse, chez les femmes qui dorment moins de 8 heures par nuit. Donc même en dormant 7 heures par nuit, vous avez déjà un risque qui est accru. Donc là, c'est quand même quelque chose qui me paraît très important, parce que je doute que la plupart des femmes, qu'elles soient enceintes ou non, soient au courant de ce genre de données. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une communication des organismes de santé publique qui soit ciblée là-dessus. Parce qu'on dit qu'il faut pas boire d'alcool lorsqu'on est enceinte, qu'il faut pas fumer, ok, mais pourquoi ne parle-t-on pas du sommeil, qui lui aussi est un facteur de prévention essentiel, aussi bien pour le bon développement du fœtus que pour éviter le risque de fausse couche. Donc c'est absolument capital, ça me semble capital de communiquer là-dessus, parce que je doute, comme je l'ai dit, que la plupart des femmes enceintes soient au courant. Donc là aussi, vous l'avez compris pour la santé hormonale, indispensable de bien dormir, parce que ça va jouer non seulement sur la fertilité, mais également sur la santé globale. Un taux de testostérone élevé, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, va permettre un niveau de motivation accru, plus d'énergie et une meilleure libido. Donc encore une fois, la solution, c'est le sommeil. On finit avec la dernière partie, qui va cette fois traiter des troubles émotionnels, et de la gestion des émotions au global, qui elle aussi est fortement impactée par le sommeil. La neurochimie du cerveau va être influencée et dérégulée en cas de manque de sommeil, et on constate des variations d'activité en fonction des zones du cerveau et en fonction du temps de sommeil. Donc par exemple, on voit que l'activité de l'amygdale est augmentée en cas de manque de sommeil. Or, cette zone du cerveau, elle est considérée comme le centre des émotions fortes, on va dire, de la peur et de la colère. Donc dans une étude qui essayait de mesurer les variations d'activité de cette zone en fonction du sommeil, on constate que les personnes qui ne dormaient que 6 heures voyaient l'activité de l'amygdale augmenter de 60%. Alors comme vous l'entendez, on en revient au même chiffre, 6 heures. C'est pas une toute petite nuit, mais ça reste suffisamment significatif pour influencer l'activité de ces zones cérébrales. Et l'amygdale, en fait, si elle est hyperactive, on va ressentir des émotions plus fortes. On va facilement être en colère, on va plus facilement avoir peur. Et donc dans cette étude, ce que l'on faisait, c'est que l'on montrait des photos et on évaluait la réaction de la personne en fonction de son temps de sommeil. Et ce que l'on constatait, c'est que les personnes qui dormaient moins de 6 heures avaient des réactions plus désagréables face à des photos qui inspiraient soit la peur, soit le dégoût, par rapport à des personnes qui dormaient 8 heures. À côté de ça, on constate que d'autres zones sont impactées. J'ai déjà parlé du cortex préfrontal dans la première partie, qui effectivement est inhibé, et en parallèle de ça, le striatum, qui lui est plutôt le centre du plaisir, va être hyperactif. Donc vous voyez, c'est des côtés assez négatifs, puisqu'on a le striatum qui est hyperactif, et l'amygdale. Donc d'un côté, on a une augmentation de la peur et de la colère, ou du moins des réactions excessives, et à côté de ça, on a une augmentation de la recherche des plaisirs immédiats. Et le centre de contrôle, lui, est inhibé. Donc à cause de ces variations dans les différentes zones cérébrales, on peut se mettre à adopter des comportements qui sont complètement aberrants et qu'on n'aurait jamais eu en temps normal. Là je vous lis mes notes, je mets une petite flèche, je mets risque de faire des bêtises, binge eating, adultère, violence. Donc binge eating, c'est le fait de se gaver, en fait, de perdre le total contrôle sur la gestion de son appétit, adultère et violence.
Donc vous voyez, il n'y a pas nécessairement besoin d'alcool pour faire des choses que l'on regrette plus tard. Même si généralement quand on dort peu et qu'on fait des nuits blanches, c'est qu'on est en soirée, et donc on a tendance à combiner, comme je l'ai dit, et le manque de sommeil et l'alcool. Donc là c'est un effet cumulatif qui est catastrophique. Ça peut entraîner une recherche de sensations fortes et une mise en danger. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si, une mise en danger qui augmente également le risque d'addiction, que ce soit alcool, drogue, etc. Parce que là on va adopter encore une fois des comportements et consommer des produits dans des quantités aberrantes, et ça peut entraîner un risque accru d'addiction. Au-delà de l'hyperémotivité et de la sensibilité à la colère et à la tristesse exacerbée par l'activité accrue de l'amygdale, on va retrouver aussi des idées suicidaires qui sont bien plus fréquentes et qui sont fortement associées au manque de sommeil. On sait par exemple que dans les prisons, le manque de sommeil augmente également les cas de harcèlement et de violence chez les détenus. Donc si vous combinez tout ça, c'est catastrophique. On est plus sujet à la violence, on est plus sujet à la tristesse, plus sujet aux idées suicidaires, on a tendance à être moins empathique et moins bienveillant avec les autres. Chez les personnes qui souffrent de maladies mentales, c'est encore pire, puisqu'elles vont avoir des symptômes qui sont aggravés par le manque de sommeil. Par exemple, les personnes qui sont bipolaires et qui sont dans un état stable voient leur état complètement déstabilisé par le manque de sommeil. Elles vont partir dans des phases dépressives ou maniaques à la suite d'une nuit qui est trop faible en sommeil, donc là aussi en dessous de 8 heures. Et de façon générale, ça va s'appliquer à toutes les maladies mentales, qui vont voir leur état se dégrader à la suite d'un mauvais sommeil. Donc ça prend en compte la schizophrénie, où là les crises vont être plus nombreuses si on manque de sommeil, les états dépressifs, qui aussi vont être fortement dégradés. Alors il y a une échelle en matière de dépression qui s'appelle l'échelle d'Hamilton, qui si je me trompe pas, elle va de 1 à 51, et ça permet d'évaluer sur cette échelle le degré de dépression dans lequel vous vous trouvez. Et ce que l'on constate, c'est que le fait d'améliorer son sommeil d'une heure, d'augmenter son sommeil d'une heure, ça va faire diminuer l'état dépressif de façon plus significative que l'usage d'antidépresseurs. Donc là aussi on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, en se disant que si on dort mieux, on aura moins de risques de dépression, et à l'inverse que si on dort moins bien, on aura plus de risques de dépression. Et ça c'est dans la prévention avant même qu'on soit dépressif, ou au moment où on l'est. Le fait de mieux dormir, encore une fois, au niveau subjectif et objectif, ça va faire diminuer les symptômes de dépression. Donc ça c'est essentiel. Et là j'ai cité le sommeil sur l'échelle d'Hamilton, il faut savoir que l'activité physique a le même effet, qu'elle aussi elle va faire diminuer les symptômes dépressifs de façon plus significative que l'usage d'antidépresseurs. Même si dans l'idéal, il faut tout combiner, tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit le sport, l'activité physique, l'alimentation, les médicaments éventuellement, parce que tout combiner, ça peut aider à sortir d'un trouble qui est apparemment terrible, et la dépression c'est la maladie de civilisation, hein. Tout le monde, enfin du moins, on a tous connu quelqu'un qui en a souffert ou qui en souffre, et face à ça c'est bien d'utiliser toutes les armes, tous les outils qu'on a à notre disposition, et dans cet arsenal, dans cet outillage, il faut savoir que le sommeil c'est un élément majeur, c'est un pilier, et vous l'aurez compris, c'est un pilier pour tous les aspects de la santé, que ce soit la performance physique, la bonne régulation des émotions, de l'appétit, la régulation du poids, la prévention des maladies, tout ça, ça va être fortement impacté par la qualité du sommeil, et ça va faire de nous des individus plus épanouis au niveau physique et mental. Donc il faut garder ça à l'esprit. Je doute que la plupart des gens soient au courant de tous ces éléments, parce que le sommeil, on n'en parle pas assez, on sait que c'est important, et comme je l'ai dit, on ne sait pas exactement dans quelle mesure, et pourtant c'est un facteur clé, c'est un facteur déterminant. Je l'ai un peu trop répété, je pense, au cours de ce podcast, mais à mon avis, c'est essentiel de le savoir. Maintenant, reste à le mettre en application, et pour ça, si vous vous posez la question de comment améliorer votre sommeil, il suffira d'écouter le prochain épisode de ce podcast, dans lequel on évoquera les différents moyens d'améliorer son sommeil en long, en large et en travers. Là aussi, je vous assure que vous allez avoir des conseils que vous n'avez probablement jamais entendus, parce que ça reste un petit peu dans le milieu des initiés, et si on ne s'intéresse pas de près à ce domaine, il y a peu de chances qu'on en entende parler. Donc vous allez voir, c'est super intéressant. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Le prochain sortira d'ici à une semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu, et nous on se dit à très très vite.